Côte-Orpier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Infirmiers, ressources en dons d'organes et de tissus en Abitibi-Témiscamingue. C'est toujours avec un grand plaisir que je le reçois. Mesdames et messieurs, l'infirmier-chef, M. Normand Lemieux. M. Lemieux, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lemieux. Puis, c'est d'autant important parce que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, des fois, on a un peu tendance à penser que faire un don d'organes, ça se passe rien qu'à Montréal. Nous autres ici, on est en Abitibi, puis on n'a pas ça, ou on ne sait pas trop, parce que les gens, comme je te disais, ont plus tendance à penser que ça existe dans des grands centres. Mais non, ça n'existe pas seulement. On est là, ici. Oui, ça peut se faire dans toutes les régions du Québec. Voilà. Il y a des personnes dédiées, comme ici en Abitibi. Moi, je suis dédié, j'ai la responsabilité, dans le fond, de gérer quand on a des donneurs dans nos hôpitaux, pour s'assurer qu'on a identifié un donneur, puis qu'on a approché une famille aussi pour consentir au don d'organes. Vous avez un rôle primordial à jouer et vous couvrez l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Ça veut dire que vous êtes le seul infirmier à couvrir l'Abitibi-Témiscamingue pour les personnes qui font un don d'organes et de tissus. Oui, je suis tout seul, mais dans le fond, je suis comme le coordonnateur régional pour aider les équipes locales. Oui. Donc, si j'ai un donneur à Bourgoin ou Val-d'Or, mais moi, mon travail, c'est de me déplacer et d'accompagner les familles et aider l'équipe de soins infirmiers, des médecins, à pouvoir faire en sorte que ce jeune homme-là ou ce donneur-là puisse devenir donneur d'organes éventuellement. Donc, je fais beaucoup de travail auprès des familles, sensibiliser, être certain qu'ils ont bien compris le processus, qu'on ne fait pas ça n'importe quand. Le don d'organes se fait dans des situations bien précises. Et c'est 1% de tous nos patients qui vont décéder dans nos hôpitaux qui vont devenir des donneurs. Partout au Québec. Donc, c'est rarissime. Oui. Alors, ce qu'il faut faire comme du travail que je fais, c'est sensibiliser les équipes médicales à les découvrir. De terre. Et déjà, c'est ça. Dès qu'on est patient potentiellement donneur, il faut qu'on s'arrête, on se pose la question, est-ce qu'il pourrait être donneur d'organes? Et c'est sûr qu'en région, on en a eu 2 l'an passé, 2 donneurs en région, mais on a aussi des patients qu'on a transférés vers les grands centres pour leur sauver la vie. Okay. Et suite à ça, ça s'est pas produit. Donc, les gens sont devenus donneurs d'organes, mais à Montréal. Mais à Montréal, c'est ça. Puis c'était des gens d'ici. C'est des gens de l'Abitibi. Donc, ça fait qu'il y en a eu 4 gens de l'Abitibi qui ont été donneurs, mais pas en statistique, on ne les a pas sur nos listes, mais ils sont en Abitibi. Ça fait combien d'années que vous faites ça, M. Lemieux? Depuis 2003 que depuis je suis en 2003, poste. OK. Alors, le pourquoi que je vous pose cette question-là, ça fait 13 ans que vous faites ça. Quelle est la différence entre il y a 13 ans passés et aujourd'hui au point de vue sensibilisation des gens aux dons d'organes et de tissus? Ben nous, c'est que chaque année, on continue à sensibiliser les équipes parce que c'est quelque chose qu'on doit rafraîchir dans la tête des gens. Parce que on a tellement de choses à voir dans les hôpitaux, dans les soins donnés, que souvent, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Puis, il y a aussi la sensibilisation publique. La sensibilisation publique est toujours là. On essaie de plus en plus de sensibiliser les gens à ne pas refuser un don d'organes. La seule façon de refuser, ça serait que la personne l'a vraiment signifié à sa famille. OK. Et nous, ce qu'on demande aux gens, c'est de signer leur carte d'assurance maladie et d'aviser leur famille qu'ils sont consentants au don d'organes. Pour que la famille, quand je les approche pour leur demander l'option du don d'organes, qu'ils soient déjà au courant ou que la personne s'est manifestée dans son désir de devenir donneur. Et c'est ce qui brime aujourd'hui encore au Québec, malgré plusieurs années. On a eu une légère augmentation en pourcentage au Québec là, de 40 à 42 Okay. de gens qui sont plus en faveur qu'ils l'étaient. Mais c'est un travail de tous les jours. Ouais, c'est sûr, et c'est toujours le côté qui est très difficile parce que ça arrive dans un moment opportun. N'importe quand dans la journée de la semaine, ça peut vous arriver. Donc, c'est pas quelque chose de prévisible. C'est ça. Et c'est ça qui est difficile à gérer au niveau d'une famille. Fait qu'il faut vraiment approcher une famille de bonne façon, leur expliquer qu'est-ce qui se passe, puis qu'il y a plus on peut plus rien faire, on peut plus sauver sa vie, mais il y a la possibilité de sauver d'autres personnes. Je vous ai posé cette question-là, M. Lemieux, puis je vais vous la reposer parce que je sais qu'elle est importante, puis je sais que si avec cette émission-là, on va chercher juste un seul donneur, bien bravo, puis on aura peut-être sauvé une vie avec ça. Mais qu'est-ce que vous dites
à une personne qui pourrait répondre à votre question en disant, moi, si tu penses que je vais laisser mon mari, mon frère, mon père, ma mère se faire prélever des organes, non, ils ont assez souffert, puis laissez-la dormir, laissez-la reposer en paix, comme on dit. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette famille-là ou à cette personne-là? Mais moi, quand j'ai des questions comme ça, c'est parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris où on est rendu dans l'état de santé de la personne. Donc, je fais une révision avec eux autres pour dire qu'est-ce que vous savez de la situation, qu'est-ce qui vous a été dit par les médecins, par les spécialistes concernant l'évolution. Est-ce que on pense que ça va avoir une chance de revenir à la vie ou pas? Fait que là, ils se posent des questions, des fois, ils sont pas assez clairs, donc on réexplique. Souvent, moi, je peux leur montrer des examens du scan pour dire, le cerveau de cette personne-là est vraiment tellement endommagé qu'il n'y a pas possibilité qu'il puisse revenir à la vie après les examens et les traitements qu'on aura à faire. Et penser au don d'organes, c'est aussi un beau geste qui fait que ça l'aide aussi au niveau du deuil, de passer au travers d'un deuil difficile. Parce que tu dis, il n'est pas décédé pour rien, au moins on a pu sauver d'autres personnes. Et ça, c'est très gagnant. Et on entend beaucoup parler des familles qui nous font des témoignages que oui, c'est vrai, le fait d'avoir fait le don d'organes, ça a permis d'apaiser la douleur puis le deuil de la famille au complet, là. Donc, c'est une question de sensibilisation, puis c'est une question aussi de renseignement au point de vue de Il faut y aller par étapes aussi. Étape par étape. Donc, il va par étapes. Donc, on voit que ça va pas bien. Après ça, on va voir que ça va vraiment pas bien. Puis là, les familles voient venir ça, là. Fait que quand on sait qu'on est rendu à la bonne étape, là, on pose la question. Pas trop rapidement, parce que c'est là que ça brime souvent. Quand c'est fait trop rapidement, on s'aperçoit que les familles, ils veulent rien savoir. Puis j'aime ce que vous avez dit, parce que des fois, après ça, la famille peut se dire, au moins sa mort aura servi à quelque chose. S'il était resté vivant, il aurait été dans un état végétatif probablement, donc il aurait quand même servi à peu près à rien. Il faut le dire. Il n'aurait pas pu être donneur. Il n'aurait pas pu, exactement. Non. Donc, à ce moment-là, les gens prennent qu'au moins sa mort aura servi à quelque chose. Mais si on demande le don d'organes, c'est qu'il ne sera même pas en état végétatif. Même pas, exactement. Parce que nous, on devra le retirer du respirateur et ça va arrêter là. Là, exactement. Parce qu'il n'y a pas de chance. Le cerveau, là, il est décédé. Donc, un cerveau mort, c'est égal à la mort. OK. Fait qu'il faut dire ça à la famille, bien expliquer les termes pour qu'ils comprennent bien les processus. Puis les familles sont à l'écoute. Beaucoup. Et ils apprécient aussi qu'on soit là parce que vous savez que dans des soins intensifs, ça roule, ça bouge beaucoup. Donc, le personnel n'a pas toujours le temps nécessaire de s'asseoir avec la famille pour voir comment ils voient ça, où ils sont rendus dans leur cheminement. Mais moi, mon rôle, c'est ça. Je vais les rencontrer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce des choses que c'est pas clair? Voulez-vous faire des petites cérémonies? Voulez-vous faire quelque chose avec la personne avant qu'elle quitte? Donc, moi, j'explique tout de A à Z, tout le processus. Et là, quand ils sont clairs et précis, là, les gens savent, OK, c'est correct, on y va, puis on accepte ça. Ça ne doit pas être facile pour vous, M. Lemieux? C'est pas facile, mais en même temps, c'est aidant parce que les familles sont tellement démunies devant ça que quand on est là pour être les accompagner, on sent que pour eux autres, c'est un réconfort, là. Parce qu'il y a plein de questions qu'ils n'osent pas poser, puis je ne vais pas déranger personne, mais moi, c'est moi qui les dérange. Je dis, vous avez des questions, venez me voir. C'est ça, OK. Donc, c'est toute la différence. Puis c'est un beau cadeau à faire aussi, là, parce que on sait que le nombre d'attentes, on va parler des statistiques. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens en attente. Oui, exactement. Et de gens en Abitibi aussi, en attente aussi, là, effectivement. C'est ça, exactement. Si on faisait un parallèle entre le nombre de donneurs versus les patients en attente chez nous. Chez nous, en Abitibi? Oui. L'Abitibi, actuellement, nous, on a 10 patients en attente. Et sur les 10 patients, on a 9 qui attendent pour des reins, 1 qui attend pour un foie, et on a aussi des gens en attente qui ont été transplantés dans l'année. Donc, il y a 5 personnes qui ont réussi cette année, ont eu la chance de recevoir des organes. Donc, 4 ont été greffés du rein et une personne a été greffée des poumons doubles. Donc, on a des gens en région, on a 10 personnes qui ont bénéficié du don d'organes. Puis, vous savez qu'un donneur, on peut donner jusqu'à 8 organes. Donc, on peut sauver 8 personnes ou redonner la santé à 8 autres personnes en faisant ce geste-là, dépendamment de l'âge de la personne, c'est sûr. D'où l'importance. Et voilà. Ça ne se dira jamais assez. Des fois, les gens peuvent dire, ouais, mais
il n'y a rien que 8, 9 ou 10 personnes. Mais c'est énorme. Oui, effectivement. C'est énorme parce que là, on permet de prolonger une vie, puis le donneur, bien le donneur. Ouais. Parce qu'on dit, en moyenne, comme ce qui était passé ici dans le journal, c'est qu'on donne à peu près 3,5 organes par donneur en moyenne par année. Et là, on a battu un record cette année en nombre de donneurs. Donc, on a fait 172 donneurs au Québec. Mais mon Dieu, c'est la première fois qu'on est rendu si haut dans notre statistique. Quand vous dites qu'il y a 8 prélèvements, 8 organes, ce seraient lesquels? Bien, vous avez les reins, qui sont j'ai 2 reins. Vous avez 2 reins, vous avez les 2 poumons. Vous avez le cœur, le foie et la cornée pour les yeux, pour la vue. Donc, puis les intestins aussi qui peuvent être transplantés sur certains patients. Quand on parle, que ce soit les reins, que ce soit le foie, les poumons, c'est sûr que c'est fait, il y a des examens qui sont faits avant. Est-ce que ces organes-là doivent être en parfait état? Bien, c'est sûr qu'on est capable de on veut recruter. Des fois, on est capable de remettre si les poumons sont un petit peu plus embarrassés, on peut les corriger. On peut corriger le tout là, avant la transplantation. Donc, on appelle ça du recrutement, nous, dans notre jargon d'hôpital. Mais oui, on peut récupérer des cœurs et des poumons maintenant qu'on ne faisait pas il y a 5-6 ans. Donc, ce qui fait que ça augmente aussi le nombre de transplantations qu'on peut faire dans une année. Ce que la science est rendue. Et voilà, on avance, effectivement. Et on a le don vivant, on en parle moins souvent, mais on peut donner aussi de notre vivant un rein à une personne de notre famille ou à quelqu'un d'autre. Exactement. Parce que donc, c'est aussi notre augmentation qui fait qu'on greffe, qu'on peut greffer plus de gens à l'attente de reins via cette formule-là. On va parler des 2 options de dons qui sont possibles. On parle de dons d'organes destinés aux greffes et transplantations. Puis il y a aussi le don du corps à la science. Ça, le don du corps à la science, on n'en parlera pas beaucoup. C'est complètement différent, mais on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui, il y a des choses les gens peuvent signifier. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me demander si je veux donner mon corps à la science, qu'est-ce que je fais? Bien, il existe un formulaire au ministère de la Santé où vous pouvez télécharger ce formulaire-là, le compléter. Mais il faut que votre famille soit avisée, premièrement. Soit que le notaire aussi, ou dans votre dossier d'hôpital, cette formule-là est dans la première page du dossier, pour que nous, on sache quand vous arrivez que cette demande a été faite là. Monsieur Lemieux, on en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça. Quels sont les organes qui sont les plus en demande? Vous savez qu'au Québec, c'est les donneurs les gens en attente de reins qui sont le plus demandés. Puis, juste une parenthèse, là, les reins, parce que, j'aime pas ça dire ça, mais est-ce que c'est parce qu'on mange pas trop bien ou on mange mal, tiens? Ou c'est bien de dire, là? Effectivement, l'alimentation cause beaucoup de ça. Donc, tous les gens qui ont un petit peu d'hypertension, que les gens, ils font un petit peu de surveiller le diabète aussi. Donc, dès que tu développes une hypertension, un petit peu de diabète, bien, automatiquement, les reins sont attaqués. Donc, on développe une espèce d'insuffisance rénale qui s'installe tranquillement. C'est sûr que les gens, au niveau rénal, peuvent survivre avec la dialyse. Mais vous savez qu'être en dialyse, c'est pas une vie. Donc, les gens qui vivent sur la dialyse, on les connaît, ils sont pas toujours très heureux. Et puis, j'en ai reçu. Et vous en avez reçu, vous en avez vu quelques-uns. Donc, c'est très difficile à gérer. Mais le moment que tu es greffé, ben écoute, c'est le summum qui arrive. Pour eux autres, c'est une deuxième vie qui reprend. Voilà, exactement. Et c'est très, très aidant. Donc, ce sont les reins qui sont les plus en demande? Oui, absolument. Suivi de... Les poumons. Ah, les poumons, OK. Le foie et les poumons sont pas mal proches là, en termes de temps. OK. Puis, il y a le cœur aussi, c'est sûr que... Puis, dans les tissus, parce qu'il y a aussi, on peut faire des prélèvements de tissus. Quels sont les tissus qui sont les plus en demande? Actuellement, les tissus en pleine demande, c'est plus la cornée pour les greffes de cornée qu'on a beaucoup. On a presque 800 quelques patients en attente au Québec là, pour la cornée. Souvent, on est obligé d'aller acheter des cornées aux États-Unis parce qu'on n'en a pas suffisamment. Donc, ça, c'est un don qu'on peut faire. Il y a le don de la peau aussi qu'on peut donner, la peau du patient, pour aider au grand brûlé, justement, à recouvrer la santé plus rapidement parce qu'on peut utiliser cette peau-là pour faire des greffes de peau. Et on a les os aussi qui sont souvent demandés là, pour des greffes d'os ou des os complets qu'on peut transplanter chez des gens. Et ça, ça peut être fait après les prélèvements d'organes. Donc, quand les prélèvements d'organes sont terminés,
Il y a une équipe qui vient, c'est géré par EMA Québec. OK. Et c'est eux autres qui s'occupent des tissus au Québec. Donc, ils viennent faire le prélèvement là, de ces tissus-là. Quand le patient est à Montréal, dans un centre de prélèvement aussi. Là. Monsieur Lemieux, l'identité du donneur, c'est toujours gardé secret? Toujours. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Nous, ce que la personne va savoir, ou la famille, elle va savoir que votre personne, elle a donné à un homme de tel âge ou simplement ou une femme de tel âge. Puis le receveur va savoir que le rein ou l'organe qu'elle a reçu, c'était d'un homme de 50 ans, mettons. Okay. C'est Mais tout les ce noms ne sont jamais divulgués. Jamais. On ne peut pas le faire. Les gens, la famille a le choix aussi de, s'ils veulent remercier la famille pour le geste qu'ils ont fait, bien souvent, les receveurs vont écrire une lettre, puis c'est Transplant Québec qui va gérer cette partie-là pour que ça reste anonyme. Okay. Donc, nous, on travaille beaucoup avec cet organisme-là au Québec, là, qui est Transplant Québec, et elle gère ces entrées-sorties-là de demandes, de remerciements et tout. Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire un don? Non. Il n'y a pas d'âge limite. Le plus jeune donneur avait 48 heures. Oh. Le plus vieux donneur a 85 ans. Donc, il n'y a pas d'âge au don d'organes. Il faut regarder l'état de la personne. 48 heures, on prélève quoi, monsieur Lemieux? C'est le cœur, souvent. Ah, OK. Souvent le cœur ou le foie, mais le foie n'est pas développé beaucoup, mais c'est plus pour les cœurs, pour les petits bébés, parce qu'il y a des enfants qui naissent avec des problèmes cardiaques majeurs et ils sont sur des machines. En terminant, il reste à peine 2 minutes, monsieur Lemieux. Campagne de financement. Oui, actuellement, c'est ça. On s'en va, nous, en campagne de financement pour la Fondation canadienne du rein. OK. Donc, cette compagnie-là, elle était plus centrée sur la maladie rénale. Le 30 mars, ici, à La Sarre, on va être au Carrefour La Sarre pour une journée de santé rénale. OK. Donc, on va prendre des signes, on va prendre des pressions, on va prendre des glycémies à des gens qui veulent bien pour leur voir est-ce qu'il y a danger pour vous, est-ce que vous avez développé quelque chose au niveau rénal qui pourrait arriver. On a aussi le porte-à-porte qui va commencer aussi en Abitibi-Ouest à partir du 3 avril. OK. Madame Lise Perron, qui va être présidente d'honneur pour la région, va être là. Elle vient faire une petite conférence de presse là, le 30. On va faire ça ensemble. On a aussi un brunch à Dupuis, le 3 avril prochain. Et une soirée western qui va avoir lieu le 30 avril pour clôturer le mois là, de la campagne au centre Saint-André, ici à La Sarre. Okay. Puis si on va un peu plus loin aussi, il y a la marche du Rhin qui est le 29 de mai à Val-d'Or. La marche du Rhin qui va se poursuivre après ça. À Val-d'Or, président d'honneur, M. Maurice Veillette, puis à Rouen, le président d'honneur, M. Richard Davidson. Exactement. Monsieur Lemieux, merci infiniment. C'est toujours très intéressant que de vous recevoir. Puis si on a sensibilisé juste une seule personne, bien oui, c'est ça, effectivement. Mais parlez-en à votre famille, puis discutez-en ensemble. Oui, c'est ça aussi juste prendre quelques secondes, avertir les familles, c'est très important. C'est ce qui aide aussi aux familles de prendre la décision. Monsieur Lemieux, merci et continuez votre excellent travail. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'été frappe à nos portes et bientôt les plans d'eau seront envahis par les bateaux, motomarines, etc. Quelles sont les lois à respecter sur les plans d'eau? Qui de mieux placé pour nous en parler que la Sûreté du Québec? Alors, avec grand plaisir, je reçois le relationniste de la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le sergent Benoît Coutu. Sergent Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est extrêmement plaisir. C'est très gentil à vous de vous déplacer de Rouen et à venir ici. C'est très gentil à vous. Sergent, c'est sûr que, là, ils vont dire, mais ça ne presse pas, là, il y a les lacs qui sont même pas calés, rien, mais ça va venir. Il faut se préparer. Mentalement, il faut se préparer. Exactement. Sur les plans d'eau, l'alcool sur les plans d'eau, c'est quoi la loi? Parce qu'il y en a des fois qui peuvent dire, OK, moi, dans mon auto, je n'ai pas le droit de consommer, mais si je m'en vais avec mon bateau sur le lac, avec une petite bière, il y a beaucoup de légendes urbaines, vous savez, bouche-oreille, puis alors c'est aujourd'hui qu'on va démystifier. Voilà. Alors, c'est quoi la loi de l'alcool sur un plan d'eau? L'alcool sur un plan d'eau, c'est l'alcool au volant. Ça veut dire que tout conducteur, il faut vraiment démystifier les choses, c'est que tout dépendant, si vous êtes en arrière d'un volant ou il y a un véhicule moteur qui est propulsé, c'est l'article au code criminel qui s'applique. Ça veut dire que vous allez sur votre tracteur, votre voiture, votre skidoo, votre motomarine, votre bateau, vous n'avez pas le droit de dépasser, je dis bien dépasser,
la limite permise, qui est le fameux point 0,8. Le point 0,8. Ça, c'est l'action criminelle d'avoir dépassé la limite. Par contre, au niveau de la consommation, là, ça change entre le code de la route, qui est dans une voiture et dans un bateau. Dans une voiture, nul conducteur et passager ont le droit de consommer. Par contre, dans un bateau, les passagers ont le droit de consommer. Le conducteur, ce qui n'est pas recommandé, mais il y a ça y est autorisé, si on veut. Et par la suite, il faut qu'il respecte par contre le point 0,8. Il y a beaucoup de gens qui se font prendre la fatigue, la chaleur de la journée. Le soleil, oui, exactement. On est plus amorphe un peu. La configuration de la personne, et tout. On ne le conseille pas modérément. Je pense qu'il ne faut pas interdire. Mais la loi, c'est deux lois. Comme je disais, la loi dans les véhicules, c'est le code de la route, au niveau de la sécurité routière. Et au niveau des articles que nos policiers appliquent sur les plans d'eau, c'est des lois fédérales, ce qui est différent. Et on appelle ça la loi sur la marine marchande. Alors, s'il y a des gens, des auditeurs qui veulent aller se documenter, il y a une panoplie d'infractions que nos policiers peuvent constater et émettre des constats. Fait que la principale, qu'on pourrait dire, différence, c'est que dans une automobile, personne consomme, tandis que dans une embarcation, le conducteur de l'embarcation, c'est toujours le point 0,8, n'a pas le droit d'avoir de la bière devant lui ou avec lui. Il peut en consommer? Ah, il peut en consommer? OK. Tout passager conducteur. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'il fasse attention, c'est de ne pas dépasser le point 0,8. OK. Donc, mais je me permets de dire qu'il ne faut pas qu'il dépasse la limite. Alors, modération pour le conducteur et les passagers peuvent consommer. Fait qu'il y a une grosse différence. Une grosse différence, puis que je vous mentionne, il y a deux lois à cet effet-là. Permis de circulation sur l'eau. Oui. Ça aussi, c'est important. Si on veut simplifier les choses, permis de conduire, on peut l'appeler comme ça. Toute personne qui conduit une embarcation, propulsée par moteur, en haut de 9,9 force, doit avoir son permis de compétence via un cours qui est donné dans une classe, via Internet. Alors, il y a un petit peu de théorie et un petit peu de connaissance qui met en application. Et tout conducteur doit avoir ce document-là. Et en plus d'avoir le permis de transport du bâtiment. Ça veut dire qu'il y a deux volets lorsqu'on vous intercepte qu'il faut vous présenter. Et avoir, si vous avez en bas de 16 ans, avoir la carte d'identité pour officialiser que vous avez en bas de 16 ans. En bas de 16 ans. Gilet de flottaison, obligatoire en tout temps? Ça, c'est... mon expression est un peu forte, mais c'est là que le bas blesse. Il y a beaucoup de sensibilisation de fait dans plusieurs sujets. Vous savez, vous en donnez plusieurs. Le fameux gilet de flottaison, le message ne passe pas. Lors de nos interventions, parce que si vous êtes 5 dans un bateau, il faut avoir 5 gilets. 5 gilets. Non, pas obligé d'être malheureusement, non. Malheureusement, non. J'aime votre malheureusement. Oui, et pour avoir été patrouilleur nautique pendant plusieurs années dans mes temps de patrouille, on le constate encore. Il faut juste vous dire, lorsque vous êtes en voiture, c'est facile de faire le lien entre les deux. Vous êtes en voiture, vous voyez un accident arriver, vous ne pensez pas mettre votre ceinture pour vous protéger. Oui, exactement. La fameuse veste de flottaison, c'est la même chose. Si on vire à l'envers, elle ne sera pas utile parce qu'elle va être loin de vous, probablement. Juste avec le mouvement des eaux, je ne dirais pas les marées, mais tu sais, la baisse des eaux, il y a des troncs, il y a des roches. Un simple impact comme ça fait que souvent les tout petits ou monsieur, madame, tout le monde qui est en boisson, parce que souvent on a des décès. Pourquoi? Les gens sont dans le proue du bateau, il y a un impact, tombe à l'eau, pas de gilet, en boisson, c'est possiblement cogné la tête, ça coule comme une roche. Il y a des dossiers encore qu'on recherche des gens parce que les gens n'avaient pas leur gilet de sauvetage. Alors, s'il vous plaît, pour la prochaine saison estivale, mettez vos gilets de sauvetage. C'est plus fatigant. Crémez-vous avant. Oui, mais ça peut sauver une vie. Ben exactement. C'est pour ça qu'on prend le temps de... Sergent Coutu, motomarine. Motomarine, les gens s'en plaignent aussi beaucoup. Là. Je ne veux pas dire que c'est rendu une plaie, là, non. Mais c'est parce qu'il y en a qui sont bien corrects, il y en a qui sont vraiment civilisés. Mais il y en a d'autres, mon Dieu, que le mot civilisation, ils n'ont pas connu ça. On le dit, excuse, hein? On est rendu là. Alors, c'est quoi la loi? Très vite, là, 2 ou 3 sur la motomarine, est-ce que c'est possible? La vitesse maximum, courtoisie sur les plans d'eau, c'est essentiel. Gilet de flottaison, c'est sûr. Et ski nautique. Je vous laisse aller avec ça. Premièrement, on peut avoir combien là-dessus? Bon, premièrement, c'est comme une moto.
Okay. Le nombre de sièges qu'il y a, autorisé par le fabricant, va vous autoriser. Alors, il y a des motomarines. S'il y a 3 sièges, il y a 3 sièges. Okay. Et lorsque vous venez qu'à faire de la motomarine et que vous avez des gens en ski nautique, autant dans le bateau que la motomarine, il faut avoir une personne assise à l'envers de la circulation et avoir un guetteur. On appelle ça un guetteur. Ça, c'est important. C'est une obligation. C'est pas compliqué au niveau de la loi là, sur les plans d'eau. Il n'y a pas une amende en bas de 250 $. Oh, OK. Chose qu'au code de la sécurité routière, on est beaucoup en bas de ça. Voilà. Alors, malheureusement, lorsqu'on touche au portefeuille des gens, le point sensible est là. Ouais, le point sensible est là. Et je vous dirais, pour répondre à votre question, c'est comme les VTT, le nombre de sièges autorisés par le fabricant, on va respecter ça. Ensuite de ça, au niveau de courtoisie, vitesse, il n'y a pas de limite de vitesse, à moins d'avoir des panneaux. Okay. C'est une question de sécurité, premièrement, de respecter l'environnement alentour. Moi, là, je m'excuse parce que c'est important de ce que vous venez de dire là, il y a quelques instants. La personne s'en va en motomarine, il y a un skieur en arrière, OK? Puis il dit, moi, je n'ai pas besoin de regarder, j'ai 2 miroirs. Non. La loi est bien spécifique dans la nomenclature. C'est une personne. Ou bien non, je me revire souvent. Non. OK. Il faut être 2. Personne, pas juste 2. Focus sur le skieur. Focus skieur. S'il y a une chute, s'il y a une blessure, quoi que ce soit, c'est le guetteur. Le mot le dit, c'est le guetteur. Et dans une embarcation, bateau, peu importe, il faut avoir vraiment ça. Puis je sais qu'il y a une chose, peut-être, ce n'est pas une loi, peut-être c'est une question de bon sens probablement, c'est que moi, ça m'a été dit que ski nautique, la personne tombe à l'eau, si elle n'a rien, elle lève la main, ça veut dire, OK, je suis correct, prends ton temps, mais si on ne lève pas la main, hop, on se dépêche. En fait, est-ce que c'est une communication qui doit avoir lieu avant, un genre de planification. Autant que les gens vont planifier leur déplacement, ils vont avoir un contact, dire, regarde, si je te lève le pouce, je le baisse, ou je fais ça, ça veut dire arrête. Il y a une communication. Ça, c'est des signes bien à vous autres qui peuvent être... Que l'on doit se parler avant de partir, autrement dit. Oui, parce que si le conducteur pense que vous voulez accélérer et vous voulez de sa vitesse, exactement, il va y avoir un litige. Là, on va toucher à un point, même si c'est l'été, mais par contre, les 4 roues, on s'en sert l'été, on s'en sert l'hiver. Ouais. Sergent Coutu, 4 roues, motoneige, permis pour enfants. C'est quoi la loi? Il reste à peine 2 minutes, mais je veux que l'on en parle, même si c'est très vite. Mais un enfant de 5, 6, 7, 8 ans qui part avec son petit skidoo à moteur ou qui part avec le petit 4 roues, est-ce que c'est légal? On en voit beaucoup, mais malheureusement, non. En bas de 16 ans, les jeunes n'ont pas le droit de... Aucunement de droit de conduire. À moins d'avoir votre permis de compétence qui est donné. On voit beaucoup de jeunes avec des scooters à partir de 14 ans. Les VTT, c'est 16 ans avec le permis de compétence pour avoir suivi un cours. En bas de ça, légalement, c'est illégal. Par contre, on en voit beaucoup, mais la journée qu'il va y avoir un accident, malheureusement, c'est les parents qui vont être responsables. Et ce ne sera peut-être pas juste des accusations au code de la sécurité routière, ça va être des accusations aux criminels, parce que s'il y a des décès ou quoi que ce soit, on ne va pas faire peur aux gens, mais je pense que c'est une belle tribune que vous me donnez aujourd'hui pour sensibiliser les gens. Parce qu'on en voit de plus en plus. Beaucoup. C'est sûr que si on a des plaintes, si on voit un constat majeur, on va avoir une interception ou un déplacement qui va être fait, mais il y en a tellement. Souvent, c'est fait en arrière-terrain. On est moins... Oui, c'est ça. Mais pour résumer, c'est 16 ans, là, puis il y a 14 ans aussi. Pour les scooters. Oui. Il y a des permis de compétence à aller chercher dans chaque puis quand on parle de 4 roues pour enfants, motoneige pour enfants, non. Il y a un véhicule moteur. Un véhicule moteur, malheureusement, c'est ça. Alors... c'est beaucoup d'informations, un peu de temps, mais je vous dirais que... Mais je vais vous réinviter parce que réellement, premièrement, c'est très intéressant. Merci. Je dis pas que Marie-Josée faisait pas son travail, elle est loin de là, mais seulement que c'est un nouveau qui vient nous rencontrer, même si on le voit souvent à la télé. Alors, Sergent Coutu, merci infiniment, puis on va sûrement se revoir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Info 9. Au revoir et bonne semaine.